Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cette série, les Kennedy sont-ils vraiment maudits ? Je suis Samia Miskina et je suis toujours avec Léna Hack, journaliste pop culture cinéma. Tout à fait. Je suis de plus en plus persuadée que les Kennedy sont maudits. Je sais pas ce qui te fait dire ça. Je ne sais pas, peut-être le premier épisode. Donc c'est le deuxième épisode de cette série sur les Kennedy. Le premier est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à le rattraper. Aujourd'hui, on va parler du plus iconique membre du clan, le président John Fitzgerald Kennedy, qui meurt brutalement en 1963. Je pense que c'est un spoiler pour personne. Et non. Mais avant que je te parle de Jack, on va parler de son frère, Joe Jr. Et donc, c'est un frère avec qui il entretenait une petite rivalité. On le voit déjà, les Kennedy adorent prendre les mêmes noms et recommencer. Donc c'est là, l'enfer. Donc on va l'appeler maintenant le père Joe Senior, pour clarifier. Et Joe Jr. est donc le fils. Joe Jr. est le petit préféré de toute cette fratrie. En tout cas, c'est le préféré du père, Joe. Okay. Il l'appelle carrément la star de la famille. C'est un enfer, hein. Pourquoi classer les enfants comme ça ? La thérapie qu'ils auraient dû avoir, la thérapie familiale. Parce qu'on a vu dans le dernier épisode que la pauvre Rosemary, c'était clairement celle qui brillait le moins, comme l'a dit son père, avec énormément de tact. Et donc la star, celui qui brille le plus, c'est Joe Jr. Il est mince, il est beau, il est sportif, il a des yeux bleus. Il a toutes les qualités. Et pour ne rien gâcher, il étudie à Harvard comme son père. C'est vraiment le bon petit américain, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant parce que finalement, on a quand même appris que c'était une famille d'origine immigrée. Parce que je ne savais pas. Ok. C'est pas anodin non plus. C'est pas anodin. Après, voilà, évidemment, tous les Américains sont immigrés. Mais je suis d'accord avec toi, d'autant plus que les Irlandais étaient longtemps mal perçus. Bien sûr. Ouais, c'était la hantise, en fait, de la bonne société. Exactement. Donc je trouve ça hyper intéressant que cette famille d'immigrés irlandais ce soit mais en fait c'est vraiment le complexe de l'immigré qui veut s'intégrer et du coup bien faire dans la culture de son pays d'adoption. Et aussi je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est j'ai dit qu'il était très antisémite, ce qui je pense c'était quand même assez courant mais ce qui n'excuse rien, mais en tout cas quand tu es toi-même issu d'une culture qui à la base est censée être marginale, tu essaies de te distinguer d'autres cultures, d'autres populations immigrées, etc. Enfin, ça a pu être le cas, et clairement, là, c'était le cas. C'est-à-dire que, c'était peut-être des Irlandais, donc vus longtemps par les Américains WASP comme des ploucs, mais en attendant, ils ont quand même cette idée de... Au moins, on n'est pas juif, quoi. Oui, en fait, il faut trouver un autre bouc émissaire, quoi. Exactement. En fait, t'es toujours le cauchemar de quelqu'un. C'est ça. Mais je pense que, les logiques... Enfin, en fait, une fois que tu sais qu'il y a une histoire d'immigration derrière, je trouve que ça éclaire leur famille d'une façon très différente. Ouais, ça explique beaucoup leur ambition, leur désir de devenir un modèle, une référence américaine et tout. Exactement. Tout à fait. Revenons à Joe Jr. Revenons à nos moutons. Revenons à Joe Jr. Donc, je t'ai dit, il étudie à Harvard comme son père. Et à ses amis, il dit qu'il est sûr de son destin. Son destin, c'est évidemment qu'il va rentrer en politique, peut-être même un jour de gouverner le pays. Il y a vraiment une ambition très claire dès le départ. Je sens que ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Son mentor, un professeur, l'emmène à Moscou pour observer de ses yeux le régime de Staline. Et il dit à son élève, Joe Jr., « Et toi, qu'est-ce que tu feras de tout ça quand tu seras président ?» Mais oui. Voilà. Mais tout va bien. Pendant la guerre, Joe rejoint l'armée de l'air. Et en 1943, il part en Angleterre avec son escadron, où il sert avec la Marine royale. C'est un excellent pilote. En plus du reste. En plus du reste. En 1944, il envoie une lettre à son père et il lui dit « Je vais faire quelque chose de très différent ces 3 prochaines semaines. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas dangereux. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Mais c'est la guerre. Mais c'est la guerre. Voilà. Donc, et je vais faire une mission différente des autres. Ouais. Et le père lui répond « Franchement, ne tente pas le destin, s'il te plaît. Quoi. Vraiment, ne fais pas ça. » Mais il ne l'écoute pas, il y va. Il se trouve que Joe Jr. est quelqu'un qui se porte volontaire d'une manière générale pour les missions les plus risquées. C'est ce que disent les autres soldats, ceux qui servent avec lui. Et cette fois, il veut affronter directement les Allemands. Il trouve qu'il n'a pas assez affronté directement les Allemands. Mon Dieu, le mec est en train de construire son lore pour plus tard, tu vois. Tout à fait. Et à ce moment-là, d'ailleurs, le D-Day est passé, etc. Enfin, voilà. Mais on n'est pas encore à la capitulation de l'Allemagne. Et aussi, il est en compétition avec son frère Jack, donc le futur président, qui a aussi rejoint l'armée. Et donc, ils ont une sorte de petite rivalité.
bon enfant, mais qui quand même implique une guerre. Enfin, c'est-à-dire, pourquoi pas se porter volontaire pour des missions encore plus dangereuses. Enfin, on en est quand même à ce niveau de rivalité, quoi. Est-ce que tu as vu le film Légende d'automne? Pardon, petite Pas du parenthèse. Ok, c'est littéralement l'histoire de Légende d'automne. Peut-être inspiré. Mais non, en vrai, c'est inspiré d'un roman de Jim Harrison, donc rien à voir, mais c'est un film avec Brad Pitt et il est très très beau. Et en gros, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, donc c'est un peu avant, mais pareil, c'est 3 frères, ils vont à la guerre et ils sont vraiment genre, il y en a un qui va tout le temps faire des missions, enfin, il y a un truc de rivalité, de courage, qui évidemment est tragique et ne leur réussit pas, parce que c'est la guerre en fait. C'est la voilà, guerre. c'est pas la cour de récré. Et donc, la mission dans laquelle il se lance, c'est le 12 août. Il va détruire le V3, qui est un canon allemand qui peut tirer des obus jusqu'en Angleterre. Il est situé en France. Eh ben. Il décolle avec son copilote à bord du B-24 Liberator. Alors, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas tout compris, mais le but, c'est d'envoyer un bombardier télécommandé s'écraser avec des explosifs contre la cible. En tout cas, c'est quelque chose qui est totalement nouveau, qui n'a pas été fait avant ou très peu, et quand ça a été fait, ça s'est pas bien terminé. Mais donc, le but, c'est d'envoyer ça et de sauter avec son copilote en parachute. Tranquille, un lundi comme les autres. Chill. Ouais. La mission, au début, se déroule comme prévu. Joe Junior largue l'explosif. Mais là, en fait, tout explose. Et lui aussi avec son copilote. Waouh. Ok, j'étais pas prête. C'était vraiment soudain. Parce que t'as vraiment hyper bien raconté avec plein de détails. Je pensais que ça allait durer encore longtemps. En fait, il a explosé. En fait, c'était très rapide. Bah oui, non, mais en même temps, c'était très prévisible. Pas le temps de dire. Aïe. Ok, ça leur réussit pas les avions. Non, c'est pas le seul à faire ça, mais aucune de ces missions ne réussit à atteindre les cibles. À chaque fois, ça tue plus d'Américains que de nazis. Et de toute façon, le canon visé par Joe Junior avait été abandonné par l'armée allemande 3 mois auparavant. C'est terrible, quel gâchis. Aux États-Unis, la famille Kennedy apprend la nouvelle. Ils sont archi dévastés. Ouais. Joe Senior refuse que les enfants se morfondent et il les envoie à la voile. Mon Donc, Dieu. il faut être fort. Mais en même temps, lui, il se retire dans sa chambre et il écoute du Beethoven, malgré sa théorie que pour un homme, écouter de la musique classique, c'est un signe de faiblesse. Waouh, il avait vraiment des règles hyper strictes, quoi. C'est déjà les contenus masculins. Ouais, aïe. Rose, la mère, se réfugie aussi dans sa chambre, qu'elle ne quitte pas pendant des semaines, avec pour seul compagnon un chapelet. Je crois que t'allais dire un chat. Non, je t'en mode oui. Franchement, un chat, c'est mieux qu'un chapelet, non? Oui, carrément. Joe Senior jure de ne pas laisser mourir son rêve d'envoyer un Kennedy à la Maison-Blanche. Ce ne sera donc pas Joe Junior, ce sera Jack. L'enfer. Jack, il est très différent de son frère qui vient de mourir, donc il a beaucoup de faiblesses physiques. Il ne soigne pas du tout son apparence au grand désespoir de sa mère. Et Rose, la mère, est persuadée que son QI est moindre que celui de Joe Junior, parce qu'en fait, elle fait le lien entre robustesse physique et intelligence. Ouais, c'est vraiment les théories eugénistes. Exactement. Horribles, quoi. Mais d'ailleurs, ça me rappelle un peu Rosemary. Je pense qu'il y avait cette idée aussi qu'elle était un peu... Ouais, c'est genre on élimine les plus faibles, quoi. Ouais, exactement. En revanche, Jack a pour lui son humour. Alors, je dis il a pour lui son humour, c'est aussi quelqu'un de très physiquement beau, etc. Mais voilà, mais il a énormément d'humour. Et il est pas bête, hein, même si il lui faut se prendre à 3 fois pour entrer en classe préparatoire. Mais ce qui convainc la commission d'admission, c'est le don que la famille fait à l'école de 2 projecteurs de films. Bah oui. Bon, écoute. C'est pas cher payé, en vrai. Enfin, ouais. Tu sais qu'à l'époque, 2 projecteurs, je pense que ça coûtait un peu plus qu'aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Moi, je pensais qu'ils allaient genre construire un bâtiment. Ouais, c'est vrai. Ouais. Okay. Mais on n'est quand même pas à l'époque où tu vas chez Darty pour t'acheter ton projecteur. Peut-être que c'est quand même un beau cadeau. Peut-être. Hélas, Jack attrape une hépatite et d'autres mystérieuses affections qui précipitent la fin de son premier semestre. Donc, il est obligé de s'absenter un temps pour un long séjour à l'hôpital. Et puis, il revient. C'est un élève turbulent. Un jour, il détruit des toilettes avec de feux d'artifice. Oh là là. Et son père intervient pour empêcher son expulsion. Jack est aussi très tôt porté sur la sexualité. Il perd sa virginité dans une maison close. Comment on sait ça? Parce que beaucoup d'amis, plus tard, ont témoigné de trucs. Et là, pour le coup, il n'est pas tout seul, il y va avec un ami. Oh là là. Après, c'était courant à l'époque. C'était courant à l'époque. Et après ça, il court après toutes les femmes qu'il juge attirantes. C'est-à-dire beaucoup de femmes. Encore une fois, que serait-il devenu à l'ère de MeToo, tous ces gens? Oh, mon Dieu, ça c'est clair. Il rentre à Harvard, où il obtient des notes moyennes. Mais il excelle en sport. Pour contrebalancer ses faiblesses physiques, il donne tout en natation, en tennis et en football américain. Bah, il n'est pas si faible finalement. Exactement. Il avait vraiment des problèmes physiques sérieux, ça c'est sûr, mais qui n'empêchaient pas forcément ses capacités sportives. Mais par contre, je pense quand même que
il s'est surpassé pour contrebalancer parce qu'il voulait pas être vu comme le petit faiblard. Et aussi, tu vois dans les yeux de tes parents que t'es comparé à ton frère et que tu vois, ça doit te pousser à faire plus. Mais en fait, c'est fou parce qu'on a l'image de lui comme la santé même, quoi. Exactement. Et c'est tout à fait la ça. vigueur, la jeunesse. Parce que plus tard, à la télé, donc il va vraiment prendre sa présidence au moment du début de l'âge d'or de la télé, un peu. Et c'est la présidence qui commence à être vraiment télévisée, avec beaucoup de conférences de presse filmées. Et en fait, tout est dans l'image qui renvoie. Mais voilà, mais on va y venir. En 1940, il obtient sa licence en relations internationales, avec les honneurs quand même, donc comme quoi il a réussi à remonter sa moyenne. Et il rejoint ensuite l'école de commerce de Stanford. Voilà. Donc. Ouais. Et puis il change d'avis quand Joe Junior rejoint l'armée. Il dit non mais je peux pas laisser mon frère me surpasser. Il faut que j'y aille. Je vais faire comme mon frère. Le problème, c'est que son historique médical le disqualifie, puisque évidemment, il n'est pas assez fort physiquement. Il est rejeté par l'armée de terre, par la Navy. Une nouvelle fois, Joe Senior intervient. Il fait jouer ses relations pour lui obtenir un poste à la réserve navale. Donc au départ, c'est juste qu'il reste à Washington, mais il doit écrire des rapports hebdomadaires. Je pense que c'est littéralement la meilleure façon de participer à la guerre en tant que soldat. Non mais c'est clair. Moi, ça aurait été mon rêve. Mettez-moi avec une machine à écrire. Et puis moi, bon. j'aurais faké des maladies. C'est connu qu'il y avait des gens qui... Les P4. Les P4 ? Ouais, parce qu'il y a un groupe punk qui s'appelait les P4 à l'attaque. Justement, référence à P4, c'était quand tu étais réformé pour... alors, je ne sais plus quel était exactement le terme. Il y a un mot, mais en tout cas, c'est que tu n'étais pas en mesure de... Tu n'avais pas les capacités mentales. Et il y en a plein qui avaient vraiment des soucis, soit qui ont fait exprès, qui ont un peu mitonné. Ah bah moi j'aurais grave fait ça. Mais bien sûr. Je pense que j'aurais été capable de m'auto-casser le bras pour être évacuée du front. D'ailleurs j'ai vu un film, il y a quelqu'un qui faisait ça il y a pas longtemps. J'étais en mode mais c'est du génie bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, je me serais blessée pour être... Ah oui. Ah ouais, direct. Je pourrais jamais envisager d'y aller, ça c'est sûr. Ah ouais. Mais t'avais pas le choix, hein. Non. Enfin bon, là en l'occurrence ils ont choisi, mais la plupart des gens n'avaient pas le choix. Oui, là ils l'ont choisi. Faut dire aussi que déjà ils savent que quand ils vont pas faire les petits soldats qui vont servir de chair à canon. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça aide aussi, je pense. Ça les a pas empêchés de mourir néanmoins. Exactement. Bah écoute, au bout d'un moment, quand tu fais un voyage en avion dangereux pour balancer un truc, c'est à moitié kamikaze le truc. Enfin, je veux dire pour Joe Junior, je suis désolée pour lui qu'il soit mort, mais enfin, au bout d'un moment aussi, là, c'est vrai qu'il a tenté le destin. Ouais. Donc Jack, il est en train d'écrire ses petits rapports à Washington, mais il dit non, mais c'est pas suffisant, c'est pas ce que je veux, c'est pas la guerre, quoi, c'est pas la vraie guerre. Il veut tuer des gens, bordel. Je veux avoir du sang sur moi, ouais. Bon, pendant la guerre, toujours quand il est aux États-Unis, il tombe amoureux d'une journaliste danoise, 2 fois divorcée, ancienne actrice, qui s'appelle Inga Harvad. Mais tu vois, encore une fois, les liens Kennedy, acteur, actrice, pour l'occurrence. Elle est soupçonnée d'espionnage pour le compte des nazis, ce qui est pas ouf. C'est dingue. Bon, plus tard, on détermine en fait qu'il n'y avait pas du tout de collusion, mais pendant longtemps, elle est soupçonnée. On place même des micros chez elle, etc. Wow. Voilà. Ils finissent par se séparer parce que leur relation est vouée à l'échec, mais voilà. En 1943, donc, Jack réussit à partir en mission militaire. Il commande un navire sur le Pacifique. Une nuit, à 2h du matin, le navire qui conduit, comment on appelle ça ? Pilote, je sais pas. Ouais. Entre en collision avec un destroyer japonais. Aïe. L'impact envoie Jack s'écraser contre le gouvernail. La réserve de gaz se fissure. Plusieurs membres de l'équipage meurent sur le coup. 11 autres survivent, mais leurs yeux brûlent dans les émanations de gaz et ils s'accrochent aux débris du bateau. Évidemment, ils sont dans l'eau pour ne pas couler. Things escalated quickly. Comme on dit. Bon, évidemment, il y a Jack dedans. Il y en a un autre aussi qui est machiniste et qui a l'air d'être très très mal en point, mais il est encore en vie. Et il y en a d'autres comme Jack qui sont en mesure de nager, mais le machiniste pas du tout. Et donc Jack le porte sur son dos en nageant pendant des kilomètres. Donc pas si faible, encore une fois. Exactement. C'est fou quand même, hein. C'est fou, parce que pour le coup, c'est vraiment un mec qui avait des gros problèmes médicaux, mais tu vois, il y a des choses peut-être qu'il arrivait à faire, ou aussi, bon, l'énergie du désespoir. Ouais, l'adrénaline, ouais. Et il va jusqu'à une île qui s'appelait Plum Pudding. Oh, c'est trop mimi. Qui a été rebaptisé Jack Kennedy, enfin John Fitzgerald Kennedy, évidemment, depuis. Moi, je trouve que Plum Pudding, c'est mieux. Je préfère. J'ai regardé pourquoi ça s'appelait comme ça, parce que ça ressemblait à un pudding, et ils l'ont appelé pudding. Putain, il fallait qu'il aille sur celle-là, quoi. Exactement. C'est une île inhabitée, sans nourriture ni eau potable. Waouh. C'est pas des vacances de rêve, c'est pas White Lotus. Waouh. Après 2 jours, il retourne dans l'eau avec un camarade pour rejoindre une autre île et essayer d'obtenir de l'aide. Et il tombe sur des natifs des îles Pacifiques qui, au début, se disent c'est qui ces deux-là ? Est-ce qu'il faut s'en méfier ? Puis ils se rendent compte qu'en fait, les pauvres, ils sont vraiment très mal en point.
Et donc, une de ces deux personnes, de ces deux locaux, demande à Jack de graver un message sur une noix de coco qu'il va apporter à un militaire australien qui envoie une mission de sauvetage. C'est incroyable cette anecdote. Ça fait un film, rien que ça, c'est un film. Exactement. Putain, c'est fou. Hein. Et bien justement, ça fascine tellement aux États-Unis cette histoire qu'il y a évidemment plein d'articles qui sortent. Et donc le 21 décembre, Jack rentre aux États-Unis en héros. Bah oui. Le New York Times publie un article sur son acte de bravoure et l'appelle le héros du Pacifique. Ouais, bah tout simplement. Quelques mois plus tard, alors qu'il est encore à l'hôpital pour une opération au dos, cette fois-ci, je pense que le fait de porter aussi un mec pendant des kilomètres en nageant, c'est pas dingue. Scoliose. Direct. Mais en tout cas, il reçoit une médaille très prestigieuse de la marine. Voilà. Ce qui en fait est leur but quand ils vont à l'armée. Exactement. C'est leur unique but. Bah, surtout qu'il y avait clairement des ambitions alors, politiques ou adjacentes. Et effectivement, avoir une médaille militaire, c'est pour ça que c'est pas pour servir de char à canon. C'est être officier et être aux commandes. Et tout à fait. Son frère Joe Jr. donc, est mort quelques mois plus tôt en mission. Et Jack sait donc que la charge politique lui reviendra. C'est comme ça que ça marche. Wow. En fait, ce qui me paraît fou, c'est qu'ils n'en ont pas douté. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où ils se sont dit peut-être c'est des ambitions un peu intenses, on va peut-être pas y arriver, quoi. En fait, c'est déjà d'être né dans l'opulence, dans l'abondance, clairement. Ouais. Ton père est extrêmement bien placé. Déjà, tu as obtenu, grâce à tes connexions, une place en classe préparatoire. Tu es rentré à Harvard parce que ton père y est rentré. Même si tu as des difficultés, il avait des problèmes médicaux, clairement, et tout ça. Mais je pense qu'il y a une arrogance qui vient de là. Oui, en fait, tu n'as jamais échoué. Aucune porte ne s'est jamais fermée devant toi, donc tu ne conçois pas que ça puisse arriver. Exactement. Ouais, en fait, c'est vraiment, tu sais, le quote qui dit il faut se lever tous les jours en ayant la confiance en soi d'un homme blanc médiocre. Totalement. C'est vraiment les Kennedy. J'aimerais tellement avoir cette confiance. Mais ouais, et en même temps, fake it until you make it, parce qu'il a réussi. Après, c'est pas que s'il avait réussi à la force de son poignet, évidemment. Ouais, mais par contre, c'est vrai que il est allé jusqu'au bout du truc. Ouais. Mais il avait un bon piédestal à la base, on va dire. Oui. Un bon tremplin. Jack, d'abord, devient membre de la Chambre des représentants. Mais pour la route vers la présidence, il doit devenir sénateur. C'est extrêmement important parce que franchement, juste membre du Congrès, c'est nul. Ouais. C'est vraiment pas dingue, quoi. Ouais, c'est connu, ça. Voilà. Et Joe Senior, son père, donc, lui donne un ordre, se marier. Un sénateur doit être marié. C'est l'enfer. C'est horrible. Donc, Jack rencontre Jackie Bouvier lors d'une garden party en 1952. C'est pas la première fois en fait qu'il la rencontre, il l'avait déjà vue, mais là vraiment, ils se plaisent. Elle a 22 ans, lui en a 34. Ah quand même. Je savais pas. Ok. À ce moment-là, Jackie travaille pour le Washington Times Herald et dans le cadre de son travail, c'est très marrant, elle interroge les passants, elle leur pose des questions un peu marrantes. Par exemple, pouvez-vous identifier un homme marié ? Oh waouh. C'est Cosmo, tu sais. C'est Cosmo. Un peu, c'est Carrie Bradshaw en fait. C'est Carrie Bradshaw. Ouais. Jack et Jackie se découvrent un humour commun. Ils s'entendent très bien, ils se fréquentent, mais Jackie ne se fait aucune illusion. Elle sait très bien que Jack est infidèle. Mais dès le jour 1, quoi. Moi, alors après, c'est intéressant. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est du sexisme ? J'ai beaucoup entendu que Jackie, déjà, elle est très intelligente, c'est sûr et certain, mais qu'elle a vraiment bien manié le truc pour réussir à attirer cet homme qu'elle trouve extrêmement prometteur dans ses filets. Alors c'est intéressant parce que c'est un truc d'ailleurs qu'on va dire plus tard sur Caroline Bessette aussi. Oui. En fait, c'est vrai que elle lui, par exemple, on va y venir, mais quand il la demande en mariage, elle dit pas oui tout de suite. D'ailleurs, elle doit assister à ce moment-là, elle doit partir en Angleterre pour assister au couronnement de la reine d'Angleterre. Et en fait, elle lui dit « je te répondrai au retour ». Et donc, elle est clairement pas en train de courir après. Est-ce que c'est une stratégie ? Est-ce que c'est une vraie méfiance ? Parce que bon, ce mec, il est sympa, il est beau, il est drôle. Mais je pense qu'elle voit tout de suite clair dans son jeu. Et donc, voilà. Je sais pas si c'est vraiment qu'elle a joué d'une stratégie pour l'avoir. En vrai, j'ai envie de dire... tu vois, je savais même pas qu'il y avait une différence d'âge. Ouais. Évidemment, j'ai envie de dire que quand bien même tu es futée, une jeune femme de 22 ans n'est pas non plus mastermind. Après, c'est quand même une femme qui est donc déjà très très riche, très aisée, clairement. Et à ce moment-là, lui, il n'est pas encore, évidemment pas président ni rien. Il n'est pas l'homme qui deviendra. Et donc, je ne sais pas si elle en est déjà à se dire « Ah ok, si je me marie avec lui... » Enfin, je pense qu'il y avait quand même un peu de ça, mais ça aurait pu très bien ne pas marcher. Il aurait très bien pu ne pas devenir celui qu'il était devenu plus tard. Et donc...
il faut aussi qu'il y ait une dose de je l'aime quand même bien parce que je suis prête à passer du temps avec lui, et c'est vraiment pas une pauvrette qu'il a trouvée sur le bord de la route, quoi. C'est-à-dire que elle avait des prétendants. Jackie Kennedy, c'est en plus une meuf ultra classe, ultra intelligente. À mon avis, c'était pas le premier à la courtiser. Non, c'est sûr. Voilà. Mais je trouve ça fou, en fait, ce narratif autour d'elle, parce que moi, je suis absolument persuadée que, elle était jeune, elle était amoureuse. Évidemment, elle était ambitieuse aussi, mais c'est OK. Je pense aussi qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas tellement de possibilités d'émerger sans un homme. Et de toute façon, en fait, l'intelligence chez une femme, c'est tout de suite appelé de la manipulation. Exactement. De toute façon. Donc, toutes les manipulations, toutes les malversations, tous les trucs qu'on voit depuis le début, tu vois, on dit peut-être moins ça des Kennedy, quoi. Alors que les hommes Kennedy, ils étaient bien pires. Ouais, mais je trouve qu'elle prend cher en termes d'image publique. Dès sa rencontre, on va aller jusqu'à relire sa rencontre avec lui comme vraiment une machination. Ouais. C'est dingue. Donc voilà, il la trompe avec des secrétaires, des femmes de chambre, des actrices, les femmes de ses amis. Oh là là. Il a un appétit sexuel énorme. En novembre 1952, Jack devient sénateur, et c'est là que Jackie réalise que si elle se marie avec lui, elle devra l'accepter comme il est. Elle doit prendre la famille Kennedy comme elle est, et elle sait que les femmes Kennedy sont traitées comme des citoyennes de second rang. Super. Mais elle se dit, c'est la famille la plus excitante de l'Amérique, voire peut-être du monde. Donc elle est prête à accepter ce challenge. Let's go. Quand il se fiance, elle quitte son poste au journal. Ça annonce déjà tout de suite le... C'est clair. Il se marie le 12 septembre 1953. La cérémonie est absolument somptueuse avec 800 invités. Là, on vient d'avoir le mariage de Taylor Swift avec plus de 1000 invités. Écoute, franchement... En réalité, ce n'est pas la première fois que Jack se marie. Surprise! Ah ouais? Il avait déjà épousé une femme mondaine, une certaine Dury Malcolm, sur un coup de tête. Mais non. Et comme il sait qu'il veut devenir président, il réussit à faire disparaître les papiers. Il l'empoisonne jamais. Non, juste il fait disparaître secrètement les papiers. Okay. Et des journalistes se lancent dans une investigation sur le sujet, mais le papier ne sort jamais. Okay. Mais bon, en attendant, il y a quand même des rumeurs qui sortent dans les journaux sur les infidélités de Jack pour dire que vraiment, tout le monde le sait, quoi. Ouais. Ce qui est terrible à vivre, je pense que déjà se faire tromper, c'est pas ouf, mais alors se faire tromper aussi et au vu de tout le monde. En étant la risée du pays, ouais. Exactement. C'est horrible. Jackie dira plus tard à sa belle-sœur, les hommes Kennedy sont comme ça, il ne faut pas le prendre personnellement. Bien sûr. En juillet 1960, Jack est choisi comme candidat démocrate, en grande partie parce que sa femme Jackie a beaucoup œuvré pour polir son image. Jackie, c'est un modèle de classe, d'intelligence qui aide à donner l'image d'un vrai homme présidentiel, d'un couple présidentiel, quoi. Et notamment quand il y a énormément de rumeurs d'infidélité qui circulent. Il lui doit tout, en fait, quoi. Il lui doit énormément, en tout cas, et pratiquement tout, ouais, c'est clair. En novembre, il remporte les élections contre Richard Nixon. Et d'ailleurs, entre autres aussi, grâce à un arrangement secret via son père, en plus avec le boss de la mafia, qui lui assure des voix en échange d'une protection, une fois qu'il deviendra président. D'ailleurs, celle qui fait le lien entre les deux hommes, c'est une certaine Judith Campbell Exner, qui entretient une liaison avec les deux, avec le boss de la mafia et avec Jack. Elle joue des jeux dangereux, hein. Ouais. En leur arrangeant des rendez-vous secrets. Bon, finalement, quand Kennedy devient président, il ne va pas du tout faire tenir ses promesses. Il ne va pas du tout tenir ses promesses de protéger la mafia. Mais on voit où ça l'a mené. Il devient le premier occupant de la Maison-Blanche à diffuser ses conférences de presse à la télévision, c'est ce qu'on disait. Il a une image vraiment de bonne santé, de très beau gosse. Et vraiment, son charisme a aidé à son élection parce que même le fait d'avoir un débat et de le voir à la télé pendant la campagne, c'est le moment où les gens commencent déjà à voter sur le physique un petit peu. En tout cas, ça compte. Voilà. Et en attendant, il a vraiment toujours des problèmes médicaux. Il faut l'aider à monter les escaliers, pour dire à quel point il est affaibli. Mais ça, le public le voit pas. C'est dingue, ouais. Personne ne savait. Il nomme son frère, tant qu'à faire, Bobby Kennedy, procureur général. Donc il est à la tête du département de la justice, en quelque sorte, quoi. Et là, il lui donne une mission, détruire la mafia, pour dire que vraiment, il n'a pas tenu sa promesse. Mais surtout, c'est impossible. On va parler maintenant de Marilyn Monroe. Oh. Le 19 mai 1962, Kennedy fête son anniversaire au Madison Square Garden, où Taylor Swift vient de célébrer son mariage avec Travis Kelce. C'est un enfer. Arrêtez de privatiser Madison Square Garden pour vos fêtes, en fait. Pour vos fêtes. Alors, c'est pas juste un anniversaire, c'est aussi une levée de fonds pour le Parti démocrate. Ok, ça passe un parce peu que mieux. Pour le coup, Jack Kennedy, son anniversaire, il a des magnifiques propriétés où l'organiser. Tu vas me dire Taylor Swift aussi, c'est un choix, mais voilà. Là, c'est aussi parce que c'est une levée de fonds. Chaque ticket coûte $1,000, soit aujourd'hui
11 000 $. Ah, parce que c'est payant pour y aller? Ah bah c'est la levée de fonds. Ah oui, d'accord. L'anniversaire est plus un prétexte en fait. Oui, mais Mais bon, en à la vrai, c'est une vraie levée de fonds. limite. Et c'est là que Monroe arrive sur scène et chante Happy Birthday. Alors je le fais très bien, on dirait Marilyn Monroe réincarnée. Mr. President. Mr. President. Mais alors attends, ils avaient déjà une liaison ou pas à ce moment-là? Alors Pour moi, évidemment, rien n'a jamais été confirmé, etc. Mais il est possible, ou peut-être que ça arrivait juste après, mais il est très possible qu'à ce moment-là, il y ait déjà une liaison. Parce que la façon dont elle le chante, même si elle fait exprès, c'est quand même quelque chose. En tout cas, la foule est hilar. Ouais. Et d'ailleurs, c'est après cette soirée que des photographes de la Maison Blanche prennent les seules photos de Marilyn, Jack et Bobby ensemble. Bobby, donc, frère qui est devenu le procureur général. Et Jackie et les enfants ne sont pas présents ce soir-là. Le lendemain, Jackie, quand elle apprend ça, le Happy Birthday, Mr. President, elle est furieuse. Bah ouais, humiliation, ouais. Elle est furieuse, mais pas contre Jack. Elle est furieuse contre Bobby parce qu'elle lui dit c'est toi qui as tout orchestré, c'est toi qui as fait ça. Quelques jours plus tard, les Kennedy recroisent Marilyn Monroe à une fête pour l'anniversaire de Jack et Marilyn. Un peu mélange hollywoodien. Ils ont fait leur anniv ensemble. Ouais, c'est pas vraiment genre on fait notre anniv ensemble et tout, genre on souffle des bougies ensemble, mais c'est un peu un prétexte, une soirée pour fêter différents. C'est quand même le président des États-Unis. C'est le président des États-Unis. C'est un délire. En fait, c'est comme si Macron, je sais pas, il fêtait son anniv avec Adèle Exarchopoulos, quoi. À ce moment-là, Marilyn a été virée de son studio, 20th Century Fox. Ouais, ça allait pas fort, la bichette. Non, pour absentéisme spectaculaire, c'est les termes. Spectaculaire. Bobby, le frère donc de Jack, essaie de convaincre le studio de la reprendre. Et là, les rumeurs sur une liaison vont bon train, mais entre Bobby et Marilyn. Marilyn assure qu'il ne s'est jamais rien passé avec Bobby, mais un ami de Marilyn soutient que elle lui a raconté qu'il avait promis de l'épouser. Donc, source contradictoire. Il semblerait aussi que Marilyn ait demandé des choses au président, qu'elle l'ait menacé de faire des révélations sur sa relation entre eux, enfin sur leur relation. Donc voilà. Aujourd'hui, on pense que Marilyn Monroe avait une liaison avec Bobby et Jack. Ok, ouais, c'est bourbier, hein. Marilyn aurait aussi appelé Jackie pour lui dire qu'elle deviendrait la deuxième Madame Kennedy. En mode, il va la quitter. Ou alors, elle va se marier avec Bobby. Non, là, pour le coup, c'est pour dire je prendrai ta place à la Maison Blanche. Quoi. Ça me paraît fou qu'elle ait fait ça. Moi, j'y crois pas. Pas un feu. Ouais. C'est comme Marie-Antoinette qui aurait dit donnez-leur de la brioche. Ouais. C'est pas vrai, en fait. Là, c'est des sources qui racontent. Et en fait, au bout d'un moment, la personne est morte, tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Mais bon, après, peut-être j'ai pas envie d'y croire, mais je trouve ça quand même d'une bassesse. J'ai du mal à croire qu'elle ait pris la peine de faire ça. Puis c'est quand même la première dame. Je suis d'accord. Tu te mets pas la première dame à dos aussi ouvertement. Enfin, je sais pas. En vrai, Marilyn Monroe, elle était beaucoup plus smart que les gens veulent bien le faire croire. Donc, c'est clair. Encore une fois, on ne saura jamais. Mais... Non. Alors, Jackie lui aurait répondu Marilyn, écoute, tu épouseras Jack, super. Tu emménageras à la Maison Blanche, tu prendras tes responsabilités de première dame, et moi je déménagerai et tu récupéreras tous les problèmes. Ouais. Le soir du 4 août 1962, Peter Lawford, beau-frère de Jack Kennedy, reçoit un appel de Marilyn. Elle a l'air d'avoir le cerveau complètement embrumé. Faut dire qu'elle prenait beaucoup de médicaments à ce moment-là, elle allait pas très bien. Et elle lui dit au téléphone, dis au revoir à Pat, donc sa femme, la femme de Peter Lawford. Dis au revoir à Jack. Et dis-toi au revoir à toi parce que tu es une bonne personne. C'est l'après-midi avant sa mort. Okay. Ça ressemble à des adieux. Ça ressemble à la thèse du suicide. Ouais. Mais autre chose se passe ce jour-là. Donc l'après-midi, Lawford et Bobby se trouvaient dans le bungalow de Marilyn Monroe. Alors qu'elle était dans un état très émotionnel, elle n'allait pas bien. Ouais. Ils se disputent violemment sur leur relation, les promesses que Bobby lui a faites. Bobby attrape un oreiller, tente d'étouffer ses hurlements pour ne pas alerter les voisins. Oui, mais de toute façon, la théorie selon laquelle elle a été assassinée... Bon, en tout cas, elle finit par se calmer, il s'en va. Et à 4h du matin, la femme de chambre appelle le psychiatre de Marilyn parce qu'elle a un mauvais pressentiment. Marilyn n'ouvre pas sa porte. Elle se lève à 4h du matin en mode « il y a un truc qui est bizarre ». Et le psychiatre arrive, il trouve Marilyn allongée, nue sur le ventre, le téléphone à la main. C'est affreux. Un détective privé, Fred Otash, raconte que Peter Lawford lui a demandé de faire disparaître tout ce qui pourrait compromettre Jack et Bobby. Moi, en vrai, je crois vraiment que... Tu crois qu'elle a été tuée ? Ouais. En fait, c'est tellement trivial. Ouais. En fait, on pense que c'est des trucs spectaculaires qui ne peuvent pas arriver, mais en fait, des mecs qui tuent leur compagne, il y en a tous les jours, quoi. Ouais. C'est vraiment d'une banalité triste à pleurer. Je vois
pas, pourquoi il l'aurait pas fait. Enfin... En fait, je sais pas. Moi, je suis partagée. Tu vas voir après, en tout cas, parce que effectivement, bon, il y a un officier de police qui déclare que la scène ressemble à une vraie mise en scène. C'est-à-dire que les flacons de pilules sont disposés sur la table de nuit, vraiment alignés les uns à côté des autres. Le corps a visiblement été positionné intentionnellement. Oh là là. Mais donc, l'autopsie clairement conclut que Marilyn est morte d'ingestion de médicaments, du chloralhydrate et du Nambutal, qui est donc un barbiturique. Mais en 1982, bien plus tard, l'affaire est rouverte parce que les théories du complot vont toujours bon train. Ouais. Et le procureur conclut que si Marilyn avait été tuée, il aurait fallu mettre en place un complot d'une telle ampleur. Aucun document ne confirme cette théorie. Ils estiment que le plus probable, c'est toujours le suicide. Ouais, on ne sait pas. Ok. En tout cas, c'est pas la seule infidélité de Jack, Marilyn Monroe, puisque pendant sa présidence, donc, il est interviewé par une jeune étudiante qui s'appelle Mimi Alford, qui n'a que 19 ans. Et peu de temps après, elle revient pour un stage. Il semblerait que ce soit à la demande de Jack. Elle lui aurait tapé dans l'œil, il lui a dit « Est-ce que tu veux pas venir faire un petit stage à la Maison-Blanche ?» Elle est en poste depuis seulement 4 jours, quand Jack l'invite à une fête après le travail. Et il en profite pour lui faire visiter ses appartements. Sa chambre. Exactement, y compris sa chambre. Oh, quel enfer! Ils entament une liaison, je mets plein de guillemets, évidemment, Ouais. parce qu'il y a une dynamique non seulement de différence d'âge énorme, mais c'est littéralement le président. Mais oui, en fait, tu peux pas dire non. Exactement. Tu ne peux pas. Dans les mois qui suivent, elle passe énormément de temps avec Jack, Mimi. Elle se sent spéciale, choisie. Elle témoignera bien plus tard. Elle publie des mémoires bien plus tard. C'est parce qu'un livre a été écrit, une biographie sur Jack Kennedy, qui dévoile cette histoire. Et c'est là qu'elle en profite pour vraiment raconter ce qui lui est arrivé. Mais à ce moment-là, elle est déjà plus âgée, quoi. Ouais. Good for her. Un jour, elle est au bord de la piscine présidentielle quand le président lui demande de faire une fellation à l'un de ses assistants. Mais non. Mm-mm. Mais non. Mm-mm. Oh. Mais en fait, je suis à la fois pas surprise, en même temps abasourdie. C'est terrible. Et pour dire à quel point on réécrit l'histoire, tu vois, on est là, ouais, Jack Kennedy, quel homme incroyable. intègre. Quel homme intègre. C'est affreux. Enfin, c'est du proxénétisme, en fait. C'est du proxénétisme. C'est même pire parce qu'elle est bien pas payée. Ouais, voilà. Oui, non, mais c'est des violences. Voilà, c'est exactement ça. Du trafic d'êtres humains. Et plus tard, Mimi dit, donc elle le dit dans une interview, elle dit qu'il y a aussi demandé plus tard de cette fois-ci faire une fellation à son frère Ted et que cette fois-ci elle aurait refusé. La liaison dura en tout 18 mois et termine quand Jack est assassiné. Okay, d'ailleurs, elle est de tous les voyages, elle aurait dû être au Texas. Il se trouve qu'elle n'a pas pu venir, mais elle aurait dû être là-bas. C'est horrible. Enfin, déjà, ça frôle la pédophilie. En novembre 1963, Jack se rend avec sa famille au Texas. Le but est donc de lever des fonds pour la campagne présidentielle et préparer sa réélection l'année suivante. Kennedy est relativement populaire, mais le Texas lui résiste. C'est, a priori, le moment le plus heureux de son mariage avec Jackie, en tout cas selon des témoins. Et là, elle vient d'accoucher d'un bébé prématuré qui est mort quelques jours plus tard. Elle vient de subir ça quand ils sont au Texas ensemble. Ils viennent de perdre un D'ailleurs, il enfant. faut dire que Jackie, elle l'accompagne évidemment partout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, je sais pas si c'est encore le cas, mais vraiment, quand Kennedy est en déplacement, il y a toujours toute la famille qui vient avec lui. Bref, mais en tout cas, c'est une tragédie qui les rapproche. Et le personnel les aperçoit se donner des gestes d'affection qu'ils n'ont jamais observés avant entre les deux. Donc, ils ont l'air d'être un peu plus proches et soudés par l'événement terrible. Le 22 novembre, Jack et Jackie sont accueillis par la foule au petit déjeuner d'un hôtel. À ce moment-là, ils sont dans une petite ville du Texas. À l'extérieur, même, les gens crient « Jackie, Jackie !» pour dire vraiment que Jackie, c'est elle qui concentre la lumière, c'est elle qui attire les regards. C'est presque la plus importante du couple, quoi. Ouais, c'était une icône de mode. C'était une hit girl avant l'heure, quoi. Elle apparaît avec une tenue rose inspirée de Chanel. Je dis pourquoi inspirée ? Parce qu'en fait, à l'époque, elle voulait pas, et c'était vraiment un truc qui était attendu, notamment des femmes de politiciens. Tu ne pouvais pas faire tes vêtements à l'étranger. Il fallait faire tourner l'économie locale, ou en tout cas montrer que tu faisais tourner l'économie du pays. Donc Chanel envoyait les patrons et tout ça, et elle faisait faire une réplique aux États-Unis. Donc c'est tout comme du Chanel. Mais... pas porter officiellement du Chanel, quoi. Oui, exactement. Donc Jack et Jackie quittent l'hôtel pour se rendre à la base du Air Force One à Dallas. Jackie a un mauvais pressentiment ce jour-là puisqu'elle est tombée sur une pub anti-Kennedy dans le Dallas Morning News. Mais son mari la rassure. Il lui dit « Écoute, hier j'ai fait un discours devant la foule. Si j'avais dû être tuée, ça aurait été là. » Voilà. C'est son épitaphe, tu sais. C'est son épitaphe. Alors qu'ils s'approchent de leur point d'arrivée, donc à Dallas, des coups de feu sont tirés. Le responsable, c'est Lee Harvey Oswald.
Jack tombe sur les genoux de Jackie, donc dans la voiture, et elle répète « Ils ont tué mon mari, j'ai son cerveau dans les mains. » Ouais, j'avais déjà entendu ça. Ah, c'est horrible. Kennedy est transporté à l'hôpital où il meurt évidemment de ses blessures. Du coup, c'est-à-dire qu'il est pas mort sur le coup? Il n'est pas mort sur le coup, mais il était tellement atteint qu'il allait mourir de toute façon. Mais il n'est pas exactement mort sur le coup. Je pense qu'il ne devait pas être très conscient par contre. Ouais. Jackie refuse de se changer. Ouais. Cette nuit-là, elle embarque à bord du Air Force One, dans sa tenue rose tachée de sang. Et elle dit plusieurs fois « Je veux qu'il voie ce qu'ils ont fait à Jack. » Les jours suivants, elle se donne une mission, c'est de s'assurer que Jack ne sera pas oublié par l'histoire. Elle contacte un journaliste qui a remporté un prix Pulitzer pour l'interviewer. Pendant plusieurs jours, il va l'interviewer pour Life Magazine. Et elle est obsédée par un mot, ce mot c'est Camelot, qui fait référence donc à la comédie musicale de Broadway qui a lieu quasiment en même temps que la présidence de Kennedy. Et c'est donc la légende du roi Arthur. Ouais. Jack adorait cette comédie musicale. La pièce a d'ailleurs été coécrite par un ancien camarade de Harvard. Et vraiment, les représentations ont coïncidé avec sa présidence, quoi. Et Jackie répète les mots préférés de Jack de cette pièce, c'est « N'oubliez pas qu'il existait jadis un lieu que pendant un moment on appelait Camelot. » Et elle ajoute « Il n'y aura plus jamais d'autres Camelot. » Et donc, le mot Camelot qui fait référence à la légende du roi Arthur va être extrêmement lié à l'image qu'on retient de Kennedy. C'est vrai. Et c'est Jackie qui a fait ça. Ça n'était pas du tout un truc de son vivant. C'est Jackie qui a fait ça. Pour dire à quel point elle était très, très bonne communicante. Très bonne communicante. Bonne communicante. En même temps, délire de grandeur. Bien sûr. Ouais. C'est la fin de cet épisode, deuxième épisode, sur les Kennedy. Petit mot de conclusion sur Jack Kennedy. Franchement, on va d'horreur en horreur. C'est intense. C'est intense. Et bon, bah là, clairement, le fait qu'il se soit fait tuer, d'ailleurs, on ne saura jamais exactement pourquoi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est la mafia. En fait, on n'a jamais vraiment su ses motivations, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de procès, puisque quelques jours plus tard, alors qu'il est transféré d'une prison à l'autre, il est tué par un homme. Et donc, on ne saura jamais exactement ses motivations. Il y a des sources contradictoires. Mais voilà, donc ça, c'est clairement... Enfin, je sais pas si on peut parler de malédiction. Il y a des gens qui se font tuer, on ne parle pas forcément de malédiction. Mais en tout cas, pour le coup, c'est quelque chose qui lui est arrivé, qui était inattendu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Jack Kennedy n'est pas une excellente personne et n'est pas la figure mythique qu'on en a faite plus tard. Merci beaucoup, Léna, d'avoir participé à cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Mettez des étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Abonnez-vous sur les plateformes, sur YouTube. Et on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode sur la malédiction des Kennedy.